4 minutes. Seulement 4 minutes pour renverser des années entières de rapports de force. Donald Trump venait à peine de conclure sa charge violente contre Sébastien Lecornu, fustigeant au passage toute la diplomatie française sur le dossier ukrainien. Le regard fixé sur le premier ministre français, il affichait ce rictus arrogant qu'on lui connaissait si bien persuadé que la capitulation viendrait comme toujours. Sauf que cette fois-ci, contre toute attente, Lecornu s'est dressé. Et ce qu'il a dit ensuite a littéralement glacé toute la délégation américaine sur place. Ne vous y trompez pas, il ne s'agissait pas d'un banal échange entre chefs d'État. C'était l'instant précis où une France nouvelle a fait comprendre au monde entier qu'elle refusait désormais de se laisser intimider par qui que ce soit. Retour en arrière, sommet du G20 Buenos Aires le 15 septembre 2025. Dans la tête de Donald Trump, cette journée devait s'inscrire comme une énième mise en scène de la suprématie américaine. Depuis qu'il avait retrouvé le bureau ovale, le président reprenait ses vieilles méthodes, faire pression sur les alliés européens, dénigrer leurs choix politiques, les contraindre à céder, et sa cible privilégiée, c'était la France. D'autant plus à ce moment précis avec à sa tête ce jeune premier ministre sans réelle expérience à la barre d'un pays secoué par la crise. Une semaine avant le sommet dans son antre de Mar-a-Lago, Trump peaufinait son offensive entouré de son cercle rapproché. Ce Lecornu, c'est de la petite friture, ironisait-il en feuilletant les notes des services de renseignement américains. 39 ans, aucun vrai bagage international, un pays en flammes derrière lui selon Trump. L'homme craquerait en 2 minutes chrono. La stratégie tenait en quelques lignes attaquer la France frontalement sur l'Ukraine, exposer les supposées contradictions de Lecornu et forcer Paris à se ranger derrière Washington. Trump n'avait aucun doute sur l'issue. Pendant 4 ans, il avait fait plier Macron sans le moindre effort. Ce jeune chef de gouvernement serait, selon lui, encore plus malléable. Sauf que Trump a commis une erreur fatale. Il n'avait pas saisi une chose essentielle. Sébastien Lecornu n'est pas Emmanuel Macron. Pendant des mois dans l'ombre, le nouveau locataire de Matignon avait disséqué la méthode Trump, décortiqué ses techniques de pression, identifié ses points faibles. Et il avait mis le doigt sur un détail que très peu de gens avaient remarqué. Derrière toute cette arrogance trumpienne se cachait un homme incapable de supporter une seule chose, être contredit en public. Au début, le sommet s'est déroulé tout à fait normalement. Dossiers économiques, frictions commerciales, enjeux climatiques, la routine habituelle de ce genre de rencontre. De son côté, Lecornu se faisait le plus discret possible. Il écoutait attentivement, griffonnait quelques notes, donnait l'image parfaite du dirigeant novice, venu apprendre auprès de ses homologues plus aguerris. Et c'est exactement le tableau que Trump espérait voir. 6h30 sonné. Trump demande la parole sur la session consacrée à la sécurité internationale et à la question ukrainienne. Le piège se referme. « Mes chers collègues », lance-t-il avec ce ton condescendant qui lui collait à la peau, « il faut qu'on aborde franchement la situation en Ukraine et qu'on parle des responsabilités de chacun autour de cette table. » Son regard ne tarde pas à se planter sur Lecornu. Et là, tout le monde dans la salle comprend la même chose au même instant. Ce qui se prépare, c'est une attaque ciblée personnelle. Certains pays européens, je ne donnerai pas de nom, mais je pense que vous voyez très bien de qui je parle, poursuit-il, les yeux ostensiblement rivés sur le premier ministre français. Prétendent apporter leur soutien à l'Ukraine, mais leurs actes racontent une toute autre histoire. Trump déroule son offensive avec méthode. Chaque phrase est ciselée, chaque mot pesé pour blesser. Pendant que l'Amérique débourse des milliards de dollars et livre des armes de pointe, certains de nos alliés se contentent de jolis discours et de promesses creuses. Inutile de décoder le message est limpide. La France n'en fait pas assez. Et il enfonce le clou. On a aujourd'hui en Europe des dirigeants très jeunes, très inexpérimentés, qui parlent beaucoup mais agissent très peu. L'Ukraine, ce dont elle a besoin, c'est d'un vrai leadership, pas de discours. Et puis arrive le second coup, celui qui vise Lecornu sans le moindre détour. Et pendant que certains dirigeants s'amusent à faire de la politique intérieure, pendant qu'ils essaient tant bien que mal de gérer leur petite crise domestique, eh bien pendant ce temps-là, l'Ukraine, elle saigne. Inutile de chercher midi à 14h, Trump fait directement allusion aux manifestations qui paralysaient la France à ce moment-là. Peut-être que si certains consacraient un peu moins de temps à gérer leur grève et un peu plus à apporter une aide concrète à l'Ukraine, eh bien nous aurions déjà remporté cette guerre. L'humiliation est totale et surtout elle est publique sous l'œil des caméras du monde entier. Trump conclut son numéro avec sa menace fétiche, celle qu'il ressort à chaque occasion,
L'Amérique ne peut pas porter à elle seule le fardeau de la liberté européenne. Nos alliés vont devoir trancher, soit ils prennent leurs responsabilités, soit nous serons amenés à reconsidérer notre engagement à leur côté. Sur ces mots, il regagne sa place, un sourire satisfait au coin des lèvres. Le plan se déroule comme prévu à la lettre. Autour de la table, les délégations européennes observent l'écornu avec ce mélange étrange de pitié et d'expectative. La question est sur toutes les lèvres, comment ce jeune Premier ministre français va-t-il bien pouvoir se relever d'une humiliation pareille en direct devant le monde entier? Et c'est précisément à cet instant que se produit l'imprévu. Sébastien Lecornu se lève, lentement, très lentement. Il ne demande pas la parole, il ne se tourne pas vers le modérateur, non. Il se contente de se dresser droit, il pose calmement ses deux mains à plat sur la table. Et il plante ses yeux directement dans ceux de Trump. La salle d'un coup se fige. « Monsieur le Président Trump », commence Lecornu d'une voix posée mais d'une fermeté implacable, « je tiens à vous remercier pour cette belle leçon sur ce qu'est l'engagement international. C'est d'autant plus précieux que cela vient du président d'un pays qui a, comment dire, une si vaste expérience en la matière. » La phrase sonne polie, presque diplomatique à première vue, mais il y a quelque chose dans le timbre de Lecornu, une nuance subtile qui fait instinctivement se raidir Trump sur son siège. Quelque chose ne va pas, et il le sent. Vous parlez de leadership très bien parfait, alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire avec quelques faits récents sur le fameux leadership américain, voulez-vous? Le regard de Lecornu reste vissé sur Trump sans ciller une seule seconde. Qui a orchestré ce retrait catastrophique d'Afghanistan en abandonnant purement et simplement nos alliés sur le terrain, qui a lâché les Kurdes en Syrie du jour au lendemain sans le moindre préavis, qui a brandi la menace de quitter l'OTAN parce que les alliés à son goût ne payaient pas suffisamment? Trump blême. Visiblement, ce n'est absolument pas la réaction qu'il avait anticipée. Vous évoquez l'engagement de la France magnifique, parlons-en justement. Voulez-vous que je vous rappelle l'engagement historique de mon pays, cette France, qui se tenait aux côtés de l'Amérique à une époque où vous n'étiez encore que 13 petites colonies rebelles. Cette même France qui vous a aidé à arracher votre indépendance face à la couronne britannique. La leçon d'histoire tombe comme un couperet, cinglante, sans appel. Vous évoquez le sacrifice financier, très bien, allons-y. Savez-vous, Monsieur le Président, à combien s'élèvent les dépenses de la France en faveur de l'Ukraine ramenées à la proportion de son PIB? Avez-vous la moindre idée du nombre de réfugiés ukrainiens que la France accueille par habitant en comparaison avec les États-Unis? Les chiffres tombent un à un, implacables, sans la moindre échappatoire. Vous nous parlez de leadership SWAT, mais alors j'aimerais qu'on me dise une chose, où était-il ce fameux leadership américain quand il a fallu bâtir une coalition européenne autour de l'Ukraine? Où était-il quand il fallait aller convaincre un par un les pays qui hésitaient encore à s'engager? Lecornu marque une pause. Il laisse délibérément ces mots flotter dans la salle le temps qu'ils s'imprègnent dans l'esprit de chaque personne présente. Et maintenant, vous venez ici nous faire la morale sur nos crises internes. Parfait, à merveille. Alors faisons ce parallèle, voulez-vous? Pourquoi ne pas parler justement des crises internes américaines? Trump tente d'intervenir, de couper la parole, mais c'est trop tard. Lecornu poursuit sans concession, sans la moindre once de pitié. Combien de fusillades de masse rien que cette année aux États-Unis? Combien d'Américains meurent chaque année tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à une assurance santé? Et votre taux d'incarcération, vous l'avez comparé à celui des autres pays développés récemment. Ou alors, peut-être préférez-vous qu'on aborde plutôt le terrain de la politique étrangère américaine? Très bien, faisons cela. Qui a menti droit dans les yeux du monde entier à propos des prétendues armes de destruction massive en Irak? Qui a semé le chaos dans tout le Moyen-Orient, qui a permis par ses interventions improvisées et désordonnées la montée en puissance de Daesh? Chaque interrogation tombe comme un coup de poignard, précis, calculé, sans aucune possibilité de parade, et c'est à ce moment-là que Lecornu pose la question, celle qui va tout faire basculer. Monsieur le Président Trump, pensez-vous sérieusement, sincèrement qu'un pays capable d'élire à 2 reprises un homme visé par 91 chefs d'inculpation puisse se permettre de donner des leçons de gouvernance au reste du monde? Le silence qui s'abat alors sur la salle est assourdissant, littéralement. On pourrait entendre une mouche voler. Trump lui est devenu livide. Sa délégation regarde ailleurs, visiblement gênée, mal à l'aise. Personne, absolument personne dans cette pièce ne s'attendait à une attaque aussi frontale, aussi personnelle. Mais attention, ne vous méprenez pas sur mes intentions.
poursuit le cornu, sans hausser le ton d'un iota. Je ne suis pas venu ici pour insulter l'Amérique. Je suis venu défendre la France et rappeler à cette table quelques vérités fondamentales. Trump tente encore une fois de reprendre la parole. Mais le cornu lève simplement la main, geste sec, geste autoritaire. « Laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Vous avez eu votre temps de parole. » Et ça La France, Monsieur le Président, n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit sur le dossier ukrainien. Aucune. Nous sommes en première ligne depuis le tout premier jour de ce conflit. Nos soldats sont sur le terrain pour former les forces ukrainiennes. Nos ingénieurs travaillent à réparer leurs infrastructures détruites. Nos diplomates œuvrent de jour et nuit à négocier leur avenir au sein de l'Europe. Et tout cela, nous le faisons en silence, sans fanfare, sans tweet tonitruant, sans courir derrière les applaudissements. L'écornu se penche légèrement vers son micro. Il veut être sûr que ce qu'il va dire ensuite ne se perde pas. Vous voulez vraiment connaître la différence entre l'engagement français et l'engagement américain? Je vais vous le dire, la France aide l'Ukraine parce que c'est juste. L'Amérique aide l'Ukraine parce que c'est rentable. La France y voit un allié à sauver d'un effondrement. L'Amérique y voit un marché à conquérir. Et quant à ces fameuses leçons de leadership que vous nous donnez, le cornu s'autorise alors une pause, théâtrale, calculée, le genre de silence qui en dit infiniment plus long que les mots. Un véritable leader, voyez-vous, ne menace pas ses alliés, il les inspire. Il ne les humilie pas devant les caméras, il les respecte. Il ne fait pas chanter ses partenaires, il négocie avec eux d'égal à égal. Chaque phrase atterrit comme un uppercut bien placé. Aucune n'est superflue, aucune ne tombe dans le vide. Monsieur le Président, vous êtes à la tête de la première puissance mondiale, c'est un fait. Mais vous vous comportez comme un petit autocrate de troisième zone. Vous avez la force brute, certes, mais il vous manque la classe. Vous détenez le pouvoir, c'est indéniable, mais vous n'avez aucune autorité morale pour aller avec. L'attaque est dévastatrice, et pourtant ce n'est pas encore fini. Vient le coup de grâce. Savez-vous, Monsieur le Président, ce qui distingue véritablement un leader d'un tyran? Un leader rassemble les peuples. Un tyran les divise. Un leader élève ses alliés vers le haut. Un tyran s'évertue à les rabaisser. Un leader, voyez-vous, inspire le respect. Un tyran lui impose la peur. Alors, Monsieur Trump, dites-moi, regardez-moi droit dans les yeux et répondez quel genre de dirigeant êtes-vous, vous, exactement? Trump tente de se redresser pour répliquer, mais cette fois sa voix tremble. Pas d'éloquence, pas de répartie cinglante, juste de la rage pure. Comment osez-vous, les États-Unis? Le cornu ne lui laisse même pas la chance de terminer sa phrase. J'ose, Monsieur le Président, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je représente la France ici et que la France, elle n'a jamais eu peur de dire la vérité face au pouvoir, même quand ce pouvoir s'appelle les États-Unis d'Amérique. Le président du G20, complètement dépassé par les événements, tente vainement de rétablir un semblant d'ordre dans la salle. Mais c'est trop tard. L'atmosphère est déjà irréparable, irréversible. Quelque chose vient de se briser sous les yeux du monde entier. L'écornu lui regagne calmement sa place. Il s'assoit. Il croise tranquillement les bras et il attend. Trump en face reste debout, livide, la bouche entr'ouverte cherchant désespérément ses mots. Pour la toute première fois de sa carrière politique, le grand maître de la provocation se retrouve sans voix, muet. Dans les heures qui suivent cette intervention de Buenos Aires, c'est l'explosion médiatique mondiale. Plus rien d'autre ne compte dans l'actualité. La France humilie Trump, titrent les uns. Un président américain démolit en direct, analyse les autres. Un nouveau leader européen ose enfin défier l'Amérique, commentent les médias allemands. Mais le plus surprenant, ce sont les réactions venues des États-Unis eux-mêmes. C'est là, paradoxalement, que la déflagration a été la plus violente. Et pendant que les caméras tournaient en boucle dans les coulisses, quelque chose de bien plus profond était en train de se mettre en place. Dans toutes les capitales européennes, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Bruxelles décrochait pour appeler Paris dans le but d'organiser au plus vite une coordination européenne face à l'Amérique. Berlin, de son côté, voulait savoir une chose, et une seule: la France était-elle prête à prendre la tête d'une nouvelle politique européenne, Rome? Elle proposait carrément la création d'un axe franco-italien pour contrer ce qu'elle appelait l'hégémonie germano-américaine. Et même Londres, oui,
Londres elle-même, malgré le Brexit, cherchait à se rapprocher discrètement de cette France qui venait d'oser tenir tête à Trump. Ce que Le Cornu, lui, ignorait encore à cet instant précis, c'est que pendant ce temps-là, dans les sous-sols du Pentagone, une réunion d'urgence venait d'être convoquée en catastrophe. Les généraux américains qui venaient d'assister en direct et impuissants à l'humiliation publique de leur président se posaient désormais une question vertigineuse. Si nos alliés européens commencent à nous défier publiquement, ouvertement, à visage découvert, alors qu'advient-il de notre stratégie mondiale? Pour la toute première fois depuis 1945, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'establishment militaire américain remettait en question le caractère automatique de l'Alliance atlantique. Du jamais vu. Au même instant, à des milliers de kilomètres de là, dans les bureaux feutrés de la CIA à Langley, c'est l'effervescence. Les analystes sont sur le pont jour et nuit pour tenter de comprendre ce qu'ils appellent désormais entre eux le phénomène Le Cornu. Qui était réellement cet homme qui venait d'oser humilier publiquement leur président? D'où lui venait cette assurance? Bénéficiait-il de soutien secret de réseaux qu'on aurait pu manquer? Et c'est là que les espions américains font une découverte ahurissante. Une découverte qui les laisse sans voix. Ils ne possèdent aucun dossier sérieux sur le premier ministre français. Rien. Le néant. L'homme était passé sous leur radar depuis des années et c'est précisément ce qui a permis ce coup de maître. Personne ne l'avait vu venir. Personne. En France, à présent, l'effet politique est tout simplement sismique. C'est un véritable séisme. Les sondages qui plafonnaient Le Cornu à 23% d'opinion favorable seulement, juste avant le G20 le propulse désormais à 67%, en l'espace de 48 heures à peine, du jamais vu dans l'histoire récente. Mais le plus extraordinaire, le plus stupéfiant, c'est ailleurs même l'opposition se met à le soutenir. Du côté de l'extrême droite, on déclare publiquement « Je ne partage absolument pas sa politique, mais au moins lui, il défend la France ». Et de l'autre côté de l'échiquier, à l'extrême gauche, on renchérit enfin un dirigeant français qui ne s'aplatit pas devant Washington. Cette union sacrée totalement inédite, ce ralliement transpartisan d'une ampleur inimaginable, il y a encore quelques jours, commence à inquiéter très sérieusement l'Élysée. Du fond de sa retraite dorée, Emmanuel Macron observait impuissant son successeur réussir précisément là où lui avait échoué pendant 7 longues années à l'Élysée, incarner une France fière debout et respectée à travers le monde, une ironie cruelle de l'histoire. Du côté des macronistes historiques, c'était la grande division intérieure. D'un côté, une certaine fierté légitime de voir leur protégé monter en puissance et triompher sur la scène internationale. De l'autre, une amertume tenace, presque douloureuse, en constatant que leur mentor lui avait toujours été trop prudent, trop timoré, jamais à la hauteur d'un tel moment. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique à Washington que l'onde de choc fut sans aucun doute la plus dévastatrice. Dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche, l'ambiance était carrément funèbre, glaciale. Les conseillers de Trump, eux, savaient parfaitement ce qui venait de se produire. Ils venaient d'assister à leur grand désarroi à un véritable tournant historique, et ils en étaient pleinement conscients. Monsieur le Président ose finalement avancer son chef de cabinet en choisissant ses mots avec une extrême précaution. Peut-être faudrait-il envisager des excuses publiques? Trump explose littéralement. Des excuses. À ce gamin français, jamais vous m'entendez, jamais de la vie. Mais au fond de lui, dans le silence de ses pensées, il sait. Il sait pertinemment que sa présidence vient de prendre un coup d'une violence inouïe. Un coup peut-être fatal. Mais ce qui est encore plus préoccupant pour Trump, c'est que l'humiliation désormais ne vient plus seulement de l'extérieur, elle vient aussi et surtout de l'intérieur, de son propre camp. Au Congrès américain, les républicains commencent ouvertement à prendre leur distance avec le président. Sous couvert d'anonymat, un sénateur lâche au détour d'un couloir. Le président nous met franchement dans l'embarras. Comment voulez-vous qu'on défende un homme qui vient de se faire ridiculiser en mondovision par un Français? Pour la toute première fois depuis son retour au pouvoir, Trump sent littéralement le sol se dérober sous ses pieds. La machine ne tourne plus comme avant, l'aura est entamée. Du côté des démocrates, c'est une autre histoire. Eux ne savent plus du tout sur quel pied danser. Comment voulez-vous critiquer Trump quand c'est désormais un dirigeant étranger qui le fait à votre place et avec une efficacité que vous n'avez jamais réussi à atteindre vous-même? Le dilemme est cornélien. Et depuis sa retraite paisible dans le Delaware, l'ancien président américain visionne les images en boucle encore et encore avec un sentiment partagé entre l'admiration sincère et un profond regret.
À ses proches, il aurait confié, paraît-il, cette phrase qui en dit long: « C'est moi qui aurais dû le faire. » Pendant ce temps-là, le Cornu lui découvre une toute autre dimension de son succès. Une dimension qu'il n'avait probablement pas anticipée. Les appels se mettent à affluer littéralement des quatre coins du monde. Le président ukrainien veut absolument le rencontrer, et en urgence s'il vous plaît. Le premier ministre britannique, de son côté, sollicite un entretien bilatéral dans les plus brefs délais. Et même le secrétaire général de l'ONU demande lui aussi une audience. En l'espace de 4 minutes seulement, le premier ministre français est devenu du jour au lendemain l'homme le plus sollicité de la planète. Mais l'appel qui le touche le plus paradoxalement ne vient pas de l'étranger. Il vient d'un endroit qu'il n'attendait absolument pas, l'Assemblée nationale française elle-même. Pour la toute première fois depuis sa nomination à Matignon, l'opposition accepte de reporter ses motions de censure. Le geste est historique. Le président du principal parti de droite va jusqu'à déclarer publiquement: « On ne tire pas sur un homme qui vient de redonner sa fierté à la France. » Cette trêve politique totalement inédite offre soudain à l'écornu une marge de manœuvre qu'aucun premier ministre n'avait obtenue depuis des décennies. Une véritable bouffée d'oxygène politique. 3 jours après Buenos Aires, Trump tente de reprendre la main. Il convoque une conférence de presse à la Maison-Blanche dans l'espoir de minimiser autant que possible l'incident. Mais voilà, les journalistes américains, manifestement enhardis par l'exemple français, se montrent ce jour-là plus agressifs qu'à leur habitude. Beaucoup plus. Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous toujours pas répondu aux accusations du Premier ministre français? Comptez-vous présenter des excuses à vos alliés européens? Votre silence face à lui ne montre-t-il pas justement une forme de faiblesse? Trump essaie tant bien que mal de botter en touche. Ce type, personne ne le connaît. La France traverse une crise terrible en ce moment. Il cherche simplement à faire diversion, c'est aussi simple que ça. Mais plus il parle, plus il s'enfonce. Sa nervosité devient palpable, presque physique. Sa colère est évidente, elle déborde. Les journalistes ont trouvé la faille, le point de rupture. Trump ne supporte tout simplement pas qu'on évoque devant lui son humiliation face aux Français. Et c'est là que les effets dominos commencent à se propager à travers le monde entier. Un pays après l'autre. Une réaction en chaîne que personne n'avait vu venir. Au Canada, le premier ministre, manifestement enhardi par l'exemple français, refuse publiquement une exigence commerciale américaine qu'il qualifie sans détour d'abusive. En Allemagne, le chancelier annonce, lui, que l'Europe doit absolument développer son autonomie stratégique face aux États-Unis. En Italie, la chef du gouvernement évoque ouvertement la nécessité d'une nouvelle fierté européenne capable de tenir tête au diktat américain. Mais c'est de loin en Asie que l'effet est le plus spectaculaire, le plus retentissant. Le Japon, pourtant allié historique et indéfectible des États-Unis, commence à évoquer la possibilité d'une politique plus indépendante. La Corée du Sud, de son côté, remet ouvertement en question certains aspects de sa coopération militaire avec Washington. Même l'Australie, pourtant membre du club très fermé des Five Eyes, s'interroge sur sa dépendance vis-à-vis de l'Amérique. Le message est limpide, parfaitement clair. Si la France a su dire non à l'Amérique, alors pourquoi pas tous les autres? Ce que très peu de gens savent à ce moment-là, c'est que Lecornu lui-même est totalement abasourdi par l'ampleur des réactions. Dans l'avion qui le ramène vers Paris, il se confie à ses conseillers les plus proches. « Je pensais simplement défendre la dignité française. Honnêtement, je n'imaginais pas une seconde que j'allais déclencher une révolution diplomatique mondiale. » Son directeur de cabinet lui répond posément: « Monsieur le Premier ministre, vous venez de libérer quelque chose que de très nombreux dirigeants avaient sur le cœur depuis bien longtemps. Vous avez simplement donné l'exemple. » L'atterrissage à l'aéroport est triomphal. Absolument triomphal. Malgré l'heure tardive, des centaines de Français se sont massés spontanément pour accueillir leur nouveau héros. Et là, pour la première fois depuis des mois, on entend la Marseillaise chanter avec fierté. Avec une vraie fierté retrouvée. Et non plus avec ironie ou résignation comme c'était devenu la norme. Les images de cette foule font instantanément le tour du monde, confirmant ce que tout le monde sent confusément: quelque chose a fondamentalement, profondément, irréversiblement changé en France. Le lendemain, Lecornu se rend à l'Assemblée nationale pour y prononcer un discours exceptionnel. L'hémicycle est plein à craquer, l'atmosphère est tout simplement électrique. On sent qu'il va se passer quelque chose. Et lorsqu'il prend la parole, un silence quasi religieux s'abat instantanément sur les bancs des députés. Mesdames et messieurs, les députés, hier à Buenos Aires, ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est la France. C'est cette France éternelle, celle qui depuis toujours refuse de courber l'échine devant qui que ce soit.
Les applaudissements qui suivent sont nourris, longs et intenses, et ils viennent faits absolument exceptionnels de tous les bancs sans distinction. Pour la toute première fois depuis des années, la droite et la gauche applaudissent ensemble à l'unisson. La chef de l'extrême droite se lève imitée presque aussitôt par le leader de l'extrême gauche, puis par l'ensemble de l'hémicycle comme une vague. Le cornu vient sans s'en rendre compte de réaliser l'impossible réconcilier les Français avec eux-mêmes et surtout avec leurs dirigeants. Mais le moment le plus symbolique survient à la toute fin de la séance. La présidente de l'Assemblée prend une initiative sans précédent dans l'histoire récente. Elle propose, séance tenante, un vote de confiance exceptionnel au Premier ministre. Le résultat tombe quelques minutes plus tard et il est tout simplement stupéfiant, 498 voix pour 79 contre et 0 abstention. Vous m'avez bien entendu, 0. Jamais, au grand jamais, dans toute l'histoire de la Ve République, un Premier ministre n'avait obtenu un tel score. Du jamais vu. Les semaines qui suivent ne font que confirmer que la France est bel et bien entrée dans une nouvelle ère. Les manifestations bloquantes qui paralysaient le pays depuis si longtemps cessent purement et simplement. L'économie se stabilise, la bourse remonte, le moral des Français lui aussi repart à la hausse, les sondages s'améliorent semaine après semaine. Pour la première fois depuis des années, être français redevient quelque chose dont on peut sincèrement être fier. 6 mois après Buenos Aires, le constat est sans appel. Les relations transatlantiques ont fondamentalement changé de nature. L'Alliance atlantique n'est plus une relation de vassalité déguisée comme elle l'était devenue. Elle est redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un véritable partenariat d'égal à égal. Et tout cela, absolument tout cela, avait commencé par 4 minutes. 4 minutes de courage français. Cet homme a dit tout haut ce que nous pensons tout bas, confie un sénateur républicain à un grand quotidien américain. Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, Trump fait désormais face à des critiques venues de son propre camp. En France, l'effet est encore plus spectaculaire qu'on ne pouvait l'imaginer. Les manifestations cessent brutalement. Les grévistes retournent au travail spontanément. La bourse de Paris bondit de 8% en une seule journée. Le peuple français vient de découvrir qu'il a enfin un leader capable de tenir tête à Trump, et cela change absolument tout. Pour la première fois depuis des mois, je suis fier d'être français, déclare un manifestant parisien face aux caméras d'une chaîne d'information française. Le Premier ministre est devenu en seulement 4 minutes le leader européen qui a osé dire non à Trump. Mais malgré tout cela, il reste humble face à ce succès aussi soudain qu'inattendu. Dans l'avion qui le ramène vers Paris, il se confie à ses conseillers et la phrase mérite qu'on s'y attarde. Ce n'était pas personnel, vous savez. C'était simplement nécessaire. Il fallait bien que quelqu'un, à un moment donné, rappelle à l'Amérique une vérité fondamentale, l'Europe n'est plus leur colonie. 3 jours après le G20, Trump organise donc une conférence de presse à la Maison-Blanche dans le but de clarifier sa position. Mais les journalistes, eux, ne veulent parler que d'une seule chose, sa confrontation avec le Premier ministre français. Monsieur le Président, comment répondez-vous concrètement aux accusations qu'il a portées? Êtes-vous embarrassé par votre silence persistant face à lui? Comptez-vous, oui ou non, présenter des excuses à vos alliés européens? Trump essaye comme toujours de minimiser au maximum. Ce type, personne ne le connaît, soyons sérieux. La France est en pleine crise terrible, tout le monde le sait. Il cherche juste à faire diversion, c'est aussi simple que ça. Sauf que plus il parle, plus il confirme malgré lui que les mots qu'il a entendus à Buenos Aires l'ont atteint en plein cœur. Sa colère est palpable à fleur de peau, sa frustration crève l'écran. Pendant ce temps, le cornu lui croule littéralement sous les appels de félicitations venus du monde entier. Le président ukrainien le contacte personnellement pour le remercier. Le chancelier allemand exprime publiquement son admiration. Et même le président chinois fait transmettre par voie diplomatique un message des plus respectueux. En 4 minutes, toujours ces fameuses 4 minutes, le Premier ministre français est devenu une figure géopolitique majeure, incontournable. Mais l'effet le plus remarquable, et de loin, est celui que tout cela produit sur l'Alliance atlantique elle-même. Les pays européens, manifestement enhardis par l'exemple donné par la France, se mettent à tenir tête un par un aux exigences américaines. L'Allemagne refuse purement et simplement d'augmenter ses achats d'armement made in USA. L'Italie rejette les pressions de Washington concernant ses relations commerciales avec la Chine. L'Europe entière vient de découvrir une chose qu'elle avait visiblement oubliée. Oui, elle peut dire non à l'Amérique. Et non, le monde ne s'effondre pas pour autant. 6 mois après Buenos Aires, le constat est limpide, les relations transatlantiques ont changé de nature en profondeur.
L'Alliance Atlantique n'est plus cette relation de vassalité humiliante. Elle est redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un partenariat véritable d'égal à égal. Et tout cela, encore une fois, avait commencé par 4 minutes de courage français. Mais attention, l'histoire ne s'arrête absolument pas là. Ce que absolument personne n'avait anticipé, c'est l'effet psychologique que cette confrontation allait avoir sur Trump lui-même. L'homme qui avait bâti toute sa carrière sur l'intimidation et la domination psychologique des autres découvrait pour la première fois de sa vie ce que cela faisait concrètement d'être humilié publiquement. Et cela lentement mais sûrement commençait à le ronger de l'intérieur. Dans ces multiples semaines qui suivent de Buenos Aires, l'entourage immédiat de Trump commence à noter des changements pour le moins inquiétants dans le comportement du président. L'homme devient littéralement obsédé par le premier ministre français. Il scrute, dissèque et épluche chaque déclaration de ce dernier et il explose sans la moindre retenue dès qu'un journaliste ose évoquer leur fameuse confrontation. « Il faut qu'on détruise ce Français », répète-t-il en boucle lors de ses réunions matinales, à un tel point que ses propres conseillers commencent eux à s'inquiéter très sérieusement de son état mental. Le 15 octobre 2025, soit exactement un mois jour pour jour après Buenos Aires, Trump commet alors l'irréparable. Lors d'un grand rassemblement en Floride devant pas moins de 15 000 supporters chauffés à blanc, il se laisse complètement aller, il craque. Ce petit Français arrogant, il croit vraiment qu'il peut m'humilier comme ça. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la vraie puissance américaine. On va isoler la France, on va la faire plier. La foule applaudit à tout rompre, mais voilà, les caméras filment et en l'espace de quelques heures à peine, ces images font le tour du monde. L'effet est tout simplement désastreux pour Trump. Pourquoi? Parce que menacer publiquement un allié, parler ouvertement de le faire plier, c'est exactement mot pour mot le comportement d'autocrate que l'écornu avait dénoncé un mois plus tôt à Buenos Aires. Trump vient, sans s'en rendre compte, de valider en direct chacune des accusations portées contre lui. Les médias américains, y compris les plus conservateurs, ceux qui d'habitude le soutiennent corps et âme, se trouvent désormais obligés de critiquer ouvertement leur président. Le président américain confirme les accusations françaises, titre l'un des plus grands quotidiens financiers du pays. Le chef de l'État menace un allié démocratique, analyse une autre publication majeure. En Europe, la réaction est immédiate et surtout, elle est unanime. Pour la toute première fois depuis 1945, les 27 pays de l'Union européenne publient ensemble une déclaration commune. Une déclaration qui condamne sans détour les menaces jugées inacceptables du président américain envers l'un de ses États membres et l'OTAN elle-même, à travers un communiqué diplomatiquement mesuré mais politiquement explosif, rappelle ce principe pourtant élémentaire entre alliés, on se traite avec respect mutuel. Mais c'est le cornu, encore une fois, qui fait preuve de la plus grande habileté. Au lieu de répondre par l'agressivité, ce qui aurait été tellement facile, il choisit délibérément la voie de la dignité blessée. Lors d'une conférence de presse, il se contente de déclarer posément « Je regrette sincèrement que le président américain ait choisi cette voie. La France, elle tendra toujours la main à ses amis, même quand ces derniers se trompent. » Cette élégance dans la réponse, ce refus catégorique de descendre dans la fange fait encore plus de dégâts à Trump que n'importe quelle contre-attaque frontale aurait pu le faire. L'effet politique aux États-Unis ne se fait pas attendre, il est immédiat, brutal. Les républicains du Congrès, déjà sérieusement ébranlés par l'épisode de Buenos Aires, commencent désormais à critiquer ouvertement leur propre président. Plus aucun filtre, plus aucune retenue. Un ancien président de la Chambre des représentants jusque-là retiré de la vie politique sort spécialement de sa retraite pour déclarer publiquement « Ce n'est pas comme ça qu'on traite nos alliés. » Même que c'est un gouverneur républicain pourtant rival déclaré de Trump pour l'investiture républicaine se voit contraint de prendre clairement ses distances. « Nous devons respecter nos partenaires démocratiques », lâche-t-il devant les caméras. C'est dans ce contexte déjà explosif qu'une révélation va définitivement achever Trump sur le plan politique. Le 5 novembre 2025, un grand quotidien américain de référence publie une enquête absolument dévastatrice basée sur des fuites venues de l'intérieur même de la Maison-Blanche. Et ce qu'on y apprend est tout simplement sidérant. Trump aurait personnellement ordonné à la CIA d'enquêter sur la vie privée du premier ministre français. Le but, trouver des éléments compromettants pour pouvoir le faire chanter. Et plus grave encore, plus inquiétant encore, il aurait également demandé au Pentagone d'étudier la possibilité de sanctions économiques ciblées contre la France.
Autrement dit, traiter un allié historique comme un ennemi déclaré. Ces révélations provoquent un tollé d'une ampleur sans précédent. Utiliser les services de renseignement américains contre un dirigeant allié démocratique, c'est une ligne rouge que même les plus fidèles parmi les fidèles soutiens de Trump ne peuvent absolument pas tolérer. Le Congrès, et c'est là que cela devient véritablement historique, y compris une partie des républicains, vote une résolution de blâme officielle contre le président, du jamais vu dans l'histoire récente du pays. En France, l'indignation est totale, absolue. Le Cornu convoque sans tarder l'ambassadeur américain et exige des explications officielles. Mais surtout, geste hautement symbolique, il annule purement et simplement la visite d'État que Trump devait effectuer en France au printemps 2026. Et il accompagne cette annulation d'une seule phrase sobre mais cinglante. La France ne reçoit pas ceux qui l'espionnent. Cette phrase à elle seule fait le tour du monde en moins de 24 heures et elle achève de ridiculiser un peu plus encore Trump aux yeux de la planète entière. Mais le coup le plus rude, le plus inattendu pour le président américain va finalement venir d'un endroit qu'il n'avait absolument pas anticipé de son propre parti. Le 20 novembre 2025, ce sont 15 sénateurs républicains qui publient ensemble une lettre ouverte. Une lettre dans laquelle ils demandent solennellement au président de retrouver la dignité de sa fonction. Et parmi les signataires de ce texte explosif, on retrouve des poids lourds politiques de premier plan des figures historiques du Parti des hommes, qui jusque-là étaient considérés comme les plus fidèles parmi les fidèles. Ce même jour, à des centaines de kilomètres de Washington, les Cornus, lui est reçu en véritable héros au Parlement européen à Strasbourg. Son discours qu'il a intitulé « Pour une Europe digne » est ovationné debout. Et ce par tous les groupes politiques sans exception, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Une scène à laquelle plus personne ne croyait. Nous ne sommes les vassaux de personne, lance-t-il à la tribune sous les applaudissements nourris des eurodéputés. L'Europe est un partenaire. Ce n'est pas et ce ne sera plus jamais un protectorat. Ces mots résonnent immédiatement dans toutes les capitales du continent. Une véritable onde de choc politique. Et pendant ce temps, l'effet domino continue de se propager à l'échelle planétaire. Le Japon rappelle son ambassadeur des États-Unis pour consultation, formule diplomatique extrêmement lourde de sens. La Corée du Sud annonce officiellement qu'elle va réviser certains accords militaires conclus avec Washington. Le Canada, de son côté, évoque ouvertement un recalibrage nécessaire de ses relations avec son grand voisin américain. L'isolement de Trump devient désormais planétaire, total. Et c'est dans ce contexte explosif qu'un événement va précipiter définitivement la chute politique du président américain. Le 15 décembre 2025, un sommet de l'OTAN est organisé en urgence absolue à Bruxelles, dans le but de tenter de gérer la crise transatlantique qui ne cesse de s'aggraver. Et c'est là que Le Cornu prononce le discours qui va de manière irréversible achever Trump. « Mesdames et messieurs les dirigeants de l'Alliance, commence-t-il, droit calme, face aux caméras du monde entier braquées sur lui, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous rappeler ensemble les valeurs qui nous unissent, la démocratie, le respect mutuel, la dignité des nations. Or, ces valeurs, mes chers collègues, sont totalement incompatibles avec les menaces, avec le chantage et avec l'espionnage pratiqué entre alliés. » Il marque alors une longue pause, une pause parfaitement maîtrisée, parfaitement théâtrale. Le genre de silence qui prépare un coup décisif, puis il assène calmement. L'Alliance Atlantique survivra à Donald Trump, mes chers amis. Elle a survécu à des défis autrement plus graves au cours de son histoire, mais elle ne pourra continuer à survivre qu'à une seule condition, qu'elle reste fidèle à ses principes fondateurs. Et ces principes fondamentalement excluent absolument le mépris et l'intimidation. Et ceci, comme dans ce tour, les applaudissements qui suivent sont nourris, prolongés, et surtout, ils sont unanimes. Aucune exception. Tous les dirigeants de l'OTAN, absolument tous, sans la moindre exception, applaudissent cette charge frontale contre le président américain. C'est historique. Sans précédent. Jamais l'Alliance n'avait ainsi publiquement, devant les caméras du monde entier, désavoué le dirigeant de sa propre puissance tutélaire. C'est inédit dans toute son histoire. Le soir même, les chaînes de télévision américaines diffusent en boucle sur tous les écrans ces images proprement humiliantes, leur président totalement abandonné par tous ses alliés réunis, qui applaudit un Français en train de le démolir méthodiquement point par point. Les sondages de popularité de Trump, qui étaient déjà au plus bas, chutent encore de 10 points supplémentaires en quelques heures à peine.
Pour la toute première fois depuis son retour au pouvoir, il est majoritairement désapprouvé par les républicains eux-mêmes, par sa propre base électorale. Et c'est alors dans ce climat déjà apocalyptique qu'intervient le coup de théâtre final, celui que personne n'avait vu venir. Le 22 décembre 2025, l'ancien vice-président de Trump sort enfin de son long silence. Il publie dans un grand quotidien new-yorkais de référence une tribune au titre dévastateur « Pourquoi je ne soutiendrai pas Donald Trump ?» Dans un texte cinglant qui pèse chaque mot, il écrit notamment « Quand un dirigeant français doit rappeler à un président américain les valeurs élémentaires de la démocratie, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va plus. » Le premier ministre français, en seulement 4 minutes, a fait preuve de plus de dignité présidentielle que Donald Trump en 4 ans entiers. Cette trahison venant de son propre ancien vice-président, c'est le coup de grâce. C'est ce qui achève définitivement Trump. Les primaires républicaines pour 2028 s'annoncent désormais comme un véritable calvaire pour le président sortant. Tous les prétendants à l'investiture, sans exception, prennent ostensiblement leur distance avec lui. L'ère Trump est terminée, titre l'un des grands sites politiques américains en une. Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres de cette débâcle, Le Cornu lui est devenu une véritable star internationale. Une grande revue américaine le désigne personnalité de l'année 2025. Une autre publication économique de premier plan le classe parmi les dirigeants les plus influents de la planète. Et les plus grandes universités américaines, oui, vous avez bien lu américaines, l'invitent désormais à donner des conférences sur le leadership moral dans un monde complexe. L'ironie de l'histoire est savoureuse, presque trop belle pour être vraie. C'est désormais un Français qui enseigne aux Américains l'art de gouverner. En France, l'effet politique s'inscrit durablement dans le temps. Ce n'est pas un simple feu de paille. Les sondages donnent désormais Le Cornu à 75% d'opinion favorable. Du jamais vu sous toute la Ve République, pas un seul de ses prédécesseurs n'avait jamais atteint un tel sommet. Et plus important encore que ces simples chiffres, la France a véritablement retrouvé sa place sur la scène internationale. Les investisseurs étrangers affluent en masse attirés par cette stabilité politique enfin retrouvée. Le CAC 40 atteint des records historiques semaine après semaine. Et l'économie française, littéralement dopée par ce regain de confiance générale, connaît sa meilleure croissance depuis 10 ans. 10 ans, vous vous rendez compte? Le 31 décembre 2025, lors de ses vœux traditionnels adressés aux Français Le Cornu, peut tirer un bilan qu'aucun de ses prédécesseurs n'aurait osé même en rêve. Mes chers compatriotes, il y a tout juste un an de cela, la France doutait d'elle-même. Aujourd'hui, le monde entier nous respecte à nouveau. Il y a un an, nous étions divisés, fracturés. Aujourd'hui, nous sommes unis. Il y a un an, on nous menaçait, on nous donnait des leçons. Aujourd'hui, ce sont les autres qui nous écoutent. Et il conclut son intervention par ces mots simples, mais qui résument à eux seuls parfaitement tout son parcours. Au mois de septembre à Buenos Aires, je n'ai fait qu'une seule et unique chose. J'ai simplement rappelé au monde que la France ne s'agenouille devant personne. 4 minutes ont suffi pour qu'il s'en souvienne. Et croyez-moi, désormais, il ne l'oubliera plus jamais. L'année 2026 s'ouvre alors sur une France complètement transformée, une Europe réconciliée avec sa propre fierté et une Amérique pour la première fois depuis bien longtemps contrainte de repenser entièrement ses méthodes. Tout cela, absolument tout cela, grâce à un homme de 39 ans seulement qui avait eu le simple courage de dire non au dirigeant le plus puissant de la planète. L'histoire avec un grand H retiendra que le déclin de l'hégémonie américaine a commencé un jour bien précis, une date que les manuels d'histoire de demain graveront dans le marbre. Le 15 septembre 2025, à 16h47 très exactement. C'est à cet instant que le premier ministre français s'est levé dans une salle de Buenos Aires et a prononcé ces mots qui résonneront pour toujours. Monsieur le président Trump, pensez-vous vraiment qu'un pays qui a élu 2 fois un homme accusé de 91 chefs d'inculpation puisse donner des leçons de gouvernance au reste du monde? 4 minutes, seulement 4 minutes qui ont littéralement changé le monde. 4 minutes pendant lesquelles la France a retrouvé sa voix. Sa vraie voix après l'avoir perdue depuis si longtemps. 4 minutes pendant lesquelles l'Europe entière a redécouvert ce qu'était au fond sa propre fierté. Et Donald Trump, lui, eh bien, il n'a jamais oublié ces 4 minutes. Jamais. Aujourd'hui, encore retiré dans sa propriété en Floride, il rumine, il enrage contre ce petit Français qui, selon lui, a détruit sa présidence. Mais l'histoire, justement, a déjà tranché.
Et son verdict est sans appel en politique internationale. La dignité finit toujours tôt ou tard par l'emporter sur l'arrogance. Et cette leçon-là, mes amis, elle a été donnée pour l'éternité. Donnée pour l'éternité. Donnée pour l'éternité. Donnée pour l'éternité.